Oui, alors moi je me suis aussi posé la question, est-ce que je réponds au thème du séminaire sur le progrès? Je me suis dit, bon, je ne vais pas inventer la poudre en termes de progrès, ça, non. En revanche, je pense que la réflexion que je propose ici est une réflexion qui effectivement se pose la question du progrès dans le sens de, au moins, dans un horizon historique, c'est-à-dire dans le sens de l'histoire, au moins, eh bien, les sociétés dans lesquelles nous sommes, mon propos est de montrer qu'effectivement, sur le plan de l'égalité homme-femme, très fondamentalement, on n'est pas encore au bout du processus historique de réalisation des principes de base de nos sociétés démocratiques modernes. Donc, effectivement, on peut parler de progrès. Ce sera peut-être pas, c'est peut-être pas une révolution, mais en tout cas, c'est une réflexion au bout du compte sur effectivement le progrès au sens anglais de work in progress. Donc, comme le disait Alain Obadia, donc effectivement, moi, je suis toujours une sociologue du travail et de l'emploi, donc j'ai travaillé effectivement sur la question de la division sexuelle du travail, la division du travail entre hommes et femmes, à partir de différents angles, dans différents champs, etc. Mais finalement, en travaillant ces questions, et en particulier, et surtout, en travaillant à des recherches comparatives entre différents pays, j'en suis arrivée effectivement à me poser la question. J'ai pris conscience directement que les normes, donc les référentiels qui produisent et qui reproduisent la division sexuelle du travail, sont profondément ancrés sur des conceptions de l'individu. Donc du coup, je me suis mise à réfléchir sur l'individu. Qu'est-ce que c'est que l'individu, voilà. Et en arrivant à la question, au fond, quels sont les rapports entre individu et société, d'une part, et comment ce rapport n'est pas le même au masculin et au féminin dans tous les pays dans lesquels, en tout cas, mes travaux ont porté. Donc j'en suis arrivée à me poser, à examiner, je dirais de plus près, le rapport entre travail, individualité, l'individu, et citoyenneté, qui est plutôt une question de politiste, voire de philosophe, pas a priori une question de sociologue du travail et de l'emploi, mais finalement j'ai buté là-dessus, j'ai eu besoin d'aller un peu plus loin, donc j'ai lu, voilà. Et en fait, donc, j'ai pris conscience que dans nos sociétés dites modernes, donc les sociétés qui viennent après le féodalisme, c'est ça la modernité, eh bien, l'individu et l'individualité constituent le socle de la citoyenneté. Il n'y a pas de citoyenneté si on n'est pas un individu, et le citoyen est d'abord un individu. Et ça, dans toutes nos sociétés démocratiques modernes, ou qui se prétendent telles. Donc, pour mon propos, je vais d'abord commencer par faire retour sur comment on définit l'individu. Qu'est-ce que c'est que l'individu? Alors, mon premier point, je l'ai intitulé « L'individu est au principe de nos sociétés démocratiques et la liberté est au principe de l'individualité ». Donc, dans la philosophie des Lumières, l'individu est en fait premier par rapport à l'organisation sociale, par rapport à la société, donc par rapport à l'État. Et l'État résulte en fait d'un contrat entre individus. C'est le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, dans lequel les individus aliènent leur volonté individuelle au profit d'une volonté générale qui est incarnée par l'État. Donc notre propos, mon propos, il est ici de montrer d'insister sur le fait que là, on est à l'opposé des sociétés antiques, dans lesquelles, justement, c'est le tout qui prédomine, qui préexiste à l'individu. Donc, ces sociétés que l'anthropologue Louis Dumont, a appelées des sociétés holistes, holistes donc du tout, dans lesquelles l'ordre social général préexiste
et attribue à chacun sa place, donc en vertu d'un statut. C'est ce qu'on appelle des sociétés à statut, et qui définissent donc une condition, puisqu'on est dans une condition qui est préexistante. On n'est pas donc libre. Mais très bien pour la liberté, très bien pour l'individu, mais finalement, qu'est-ce qui définit un individu dans cette philosophie des XVIIe et XVIIIe siècles? Eh bien, c'est donc avant tout la liberté, d'où l'idée de philosophie libérale, de société libérale. C'est vrai qu'on emploie maintenant toujours le mot libéralisme au sens comment dirais-je, droite de l'échiquier, hein, alors qu'une société libérale, c'est simplement une société qui est fondée sur l'idée de liberté de l'individu. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est, comment se définit cette liberté? Eh bien, la liberté moderne, hein, dans la philosophie des XVIIe et XVIIIe siècles, elle se définit d'abord comme la propriété de sa propre personne, hein, de sa propre vie, donc de son propre corps. C'est la propriété de soi. Et cette propriété de soi fonde donc le modèle de l'indépendance, par opposition au modèle de la dépendance, qui est attaché au modèle holiste, donc au modèle dans lequel le tout social préexiste à l'individu. Et ce modèle de l'indépendance exige de ne pas dépendre pour vivre de la volonté d'autrui, donc ce que Kant appelle l'indépendance civile, ni non plus de l'activité d'autrui, hein, le fait qu'on produise, ça c'est surtout Locke qui le développe. Donc cette liberté est évidemment exclusive de l'esclavage, puisque l'esclave ne dispose pas de la propriété de son corps, mais aussi de la condition qui définit l'homme, enfin l'être humain, dans les sociétés à statut, où la condition de l'être humain est définie par son statut dans un ensemble. Puisque donc, dans ces sociétés à statut, les rapports entre personnes sont définis à partir d'une place, d'une condition qui est héritée dans un ordre social qui est a priori immuable. Ainsi, dans la Révolution de 89, en France, l'individu est libre parce que dégagé tout simplement de l'assujettissement aux ordres féodaux, qui sont donc des ordres qui définissent des conditions et des statuts. La liberté se définit donc comme la propriété de sa personne et, en même temps, l'autonomie par rapport à un corps social, par rapport à un ordre social qui définirait a priori sa condition sociale. Et donc, ce qu'on nommerait aujourd'hui, ce que je propose de nommer de façon plus facile pour nous, plus compréhensible, l'autonomie sociologique, hein, l'autonomie dans un univers sociologique. Donc la propriété de son corps, l'autonomie sociologique par rapport à un corps social qui vous enfermerait dans une condition, et le troisième pilier de cette liberté qui fonde l'individualité, eh bien c'est l'autonomie économique, qui fait que donc on ne dépend pas de l'activité d'autrui pour vivre. Et pour comprendre, pour cerner les contours de cette autonomie économique, je vais faire un petit détour rapide sur la construction économique de nos sociétés. Bon, je pense que la plupart d'entre vous ont une réflexion là-dessus. C'est plutôt un rappel pour situer mon propos qui vient après. Donc, les sociétés modernes se construisent dans un contexte où le progrès des sciences fait émerger l'idée d'un homme capable de transformer, de maîtriser et de transformer la nature, ce qui est une idée tout à fait opposée à celle de l'homme soumis à la nature et à l'ordre sacré des choses qui prévaut dans les sociétés antérieures. Hein. Là-dessus, vous avez des travaux tout à fait intéressants de Jean-Pierre Vernant. Bon, bref. Donc, l'homme moderne est ainsi associé à la raison qui permet d'accéder aux sciences et techniques. Et c'est la combinaison raison, science et technique qui permet de s'approprier la nature et donc qui nourrit le modèle de l'indépendance qui est si cher à la liberté de l'individu.
Ainsi, l'individu qui a soit la propriété de sa vie en récoltant les fruits de son travail sur la nature, cet individu, il est bien libre et indépendant, il se détermine lui-même et il ne dépend pas d'autrui. Donc on rencontre ici, si je puis dire, un individu incarné dans le monde. Alors là, je reprends l'opposition de Louis Dumont, que moi je trouvais tout à fait intéressante. Donc Louis Dumont décrit, dans ses essais sur l'individualisme, décrit comment, en fait, l'individu, la notion, l'idée d'individu, est née dans les religions monothéistes, et en particulier dans le christianisme, parce que dans ces religions monothéistes, l'individu ayant une âme, il peut développer une relation personnelle avec Dieu. Il existe donc en tant qu'individu dans sa relation avec Dieu. Mais il est alors dans une relation spirituelle, dans une dimension spirituelle, hors du monde, dit Louis Dumont. Et pour Louis Dumont, cet individu dans une dimension spirituelle hors du monde, s'incarne quand la religion catholique en particulier s'ancre dans le politique et devient et se confronte à la réalité de la vie concrète, en particulier dans le politique avec la conversion de l'empereur Constantin. Donc, moi, je reprends cette idée de l'individu hors du monde qui, dans mon propos, donc c'est pas du tout le propos de Louis Dumont, qui s'ancre dans le monde par le travail, c'est-à-dire en transformant la nature, en se réalisant dans des activités productrices. Donc, à mes yeux, je dis bien à mes yeux, dans les sociétés modernes, c'est l'appropriation laborieuse de la nature, donc le travail, qui, au-delà de sa dimension spirituelle, ancre la réalité sociale de l'individu. Il en fait, alors là je reprends le terme de Louis Dumont, il en fait un individu dans le monde. Donc, deuxième point, mais la liberté et l'individualité, donc je viens de cerner les contours dans ces philosophies libérales, eh bien, cette liberté, cette individualité ne sont pas reconnues à tous, ni surtout à toutes. Car si maintenant on décline au féminin les conditions qui définissent l'individu et la liberté dans la philosophie des Lumières, eh bien, on va voir très vite que pour les femmes, l'accès au statut d'individu est très difficile. Commençons par la première dimension, la liberté, propriété de soi et de son corps. On sait qu'il n'y a pas eu d'habeas corpus pour les femmes, ton corps t'appartient, puisque le corps a été longtemps considéré comme soumis à des éléments et à des flux naturels, donc incontrôlables. Les femmes ont ainsi été considérées comme ne se possédant pas totalement, puisqu'elles sont possédées par des forces extra-humaines. En d'autres termes, si l'individu est une personne chez qui la raison règne sur les passions, eh bien, dans ces analyses, cela ne se vérifie pas complètement pour les femmes. Donc, pas de propriété de son corps. Et quid de l'autonomie sociologique, c'est-à-dire cette autonomie qui fait qu'on ne dépend pas de la volonté d'un autre pour conduire son existence. N'étant pas complètement des êtres de raison et ne bénéficiant donc pas d'une pleine autonomie de la volonté, les femmes sont considérées comme dépendantes d'un ordre au sens féodal, c'est-à-dire, et en l'occurrence de l'ordre domestique. En fait, quand les hommes sont entrés dans une société démocratique, une société d'individus, eh bien, les femmes sont restées globalement dans un status, au sens fort, au sein de la famille. La citoyenneté moderne repose ainsi sur une séparation, on verra plus tard que le mot séparation est un petit peu nuançable, mais pour l'instant, je prends celui-ci, une séparation entre une sphère publique, le monde de la citoyenneté partagée entre égaux, et une sphère privée, régie au contraire par la hiérarchie
et la dépendance. Et cette césure, cette coupure a été particulièrement marquée en France, en particulier avec la Révolution de 89. Ce n'est pas le cas, par exemple, dans un pays comme l'Angleterre, que j'ai bien étudié, où cette révolution, je dirais, démocratique, s'est faite très, très progressivement dès le XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe, XIXe. Alors qu'en France, on a en 89, tout change, les institutions, les références, les normes, tout. On a vraiment une coupure. Hein. Et dans cette révolution, donc dans cette coupure de 1989 en France, la famille devient une forme sociale ancienne, archaïque, et qui représente l'ancien régime, et tout ce que ça comporte de rejet, et qui s'oppose bien sûr à la société civile et à celle des citoyens, les citoyens étant donc le règne de la liberté et de l'égalité, et dans la famille, on a un ordre hiérarchique. Donc, à côté de ce monde de la citoyenneté et de la liberté, la famille est laissée intacte, ou à peu près, hein, pratiquement, avec son ordre patriarcal, sa puissance paternelle et maritale qui s'exerce sur les dépendants de l'homme, chef de famille, donc ses enfants, son épouse, et d'ailleurs aussi ses domestiques. Hein. Par exemple, les domestiques n'avaient pas le droit de vote, hein, au motif qu'ils étaient dépendants dans la famille. Donc, dans cet ordre domestique consacré par le Code Napoléon en 1804, les femmes étaient ainsi dépendantes de la volonté d'autrui. Elles n'étaient donc pas libres, ni de leur volonté, ni de leur corps. Et d'ailleurs, en France, dans le mariage, le viol n'existait pas juridiquement jusque 1993, je crois à peu près. Enfin, il n'y a pas longtemps. Hein, voilà. Alors que c'est... Pardon ? Il y a 1 ou 2 ans. Non, un peu plus, dans les milieux des années 90 à peu près. Oui, juridiquement dans le code pénal, disons. Mais alors que c'était reconnu comme un crime depuis belle lurette, hein, mais pas dans le mariage, voilà. Donc, dans l'espace familial, c'est le pater familias qui est un individu citoyen. Hein. D'ailleurs, la patrie, c'est patresse, hein, c'est la chose des pères. Hein. C'est le pater familias qui est un individu citoyen. Sa femme, ses enfants sont des mineurs juridiquement incapables qu'il gère en tutelle et qu'il représente dans l'espace public. Bon, tout au long du XIXe siècle a été longuement discuté, mais jamais adopté, l'idée de la théorie du vote familial, c'est-à-dire que le chef de famille pourrait avoir un nombre de voix pour voter au prorata du nombre de ses dépendants, c'est-à-dire de son épouse, puisqu'à priori il n'y a pas de polygamie en France, et de ses enfants. Bon, c'était une bagarre qui a duré longtemps, mais qui n'a pas été. Donc il n'y avait quand même qu'un vote pour un pater familias. Donc on a conjugué au féminin la liberté, propriété de soi, de son corps, l'autonomie sociologique, et quid de l'autonomie économique. L'individu moderne, donc je le disais tout à l'heure, est caractérisé par l'accès au savoir et à la raison qui lui permettent de projeter une maîtrise de la nature. Or, la féminité est associée à la soumission à la nature. La raison chez la femme ne peut dominer les passions. De plus, l'invention, là je reprends le terme d'André Gorz, hein, l'invention de l'idée moderne de travail se fait parallèlement à celle des techniques. Hein. C'est deux inventions qui se font ensemble. Le travail met en œuvre des techniques mises au point grâce au savoir et à la raison. Donc il s'agit bien, ici encore, par les techniques et le travail, de maîtriser la nature. Les techniques modernes et la technicité entrent donc ainsi en contradiction avec une représentation du féminin comme soumis à la nature. Enfin, l'idée moderne de travail prend forme dans un contexte où la généralisation de l'échange est au cœur des préoccupations. Et au XVIIIe siècle, la question de la généralisation de l'échange, de la mise en place d'un marché
des biens et des services, et donc celle de la valeur, par le marché, devient centrale. Pour pouvoir échanger, il faut pouvoir mesurer des valeurs. Or, le travail est une des composantes de la valeur. Donc, il faut pouvoir mesurer et évaluer la valeur du travail. Bon, on va la mesurer avec Adam Smith par le temps passé à faire telle ou telle tâche. Mais mon propos est de dire que dans ce cas de figure, dans ce contexte, la notion de travail va désormais définir celui qui se vend et qui s'achète sur un marché, le marché du travail. Donc, pour ce qui nous concerne, la question homme-femme, dans le même temps, les activités de production de biens et de services qui ne transitent pas par le marché vont être exclues d'une définition en termes de travail. Elles n'ont pas de valeur. Ainsi, les activités que les femmes exercent dans le cadre domestique sont exclues d'une définition en termes de travail et elles deviennent des tâches ménagères, par exemple. Et par extension, ce nouvel ordre social construit l'illégitimité des femmes dans le monde du travail défini comme tel, c'est-à-dire le travail marchand, le travail rémunéré, le travail qui passe par le marché. Donc on a un double processus. D'une part, la dévalorisation des tâches et activités qui sont exercées hors du marché du travail, en particulier par les femmes, et d'autre part, une illégitimité aussi des femmes dans le monde du travail défini comme tel, c'est-à-dire le travail marchand. Ça, rien n'existe pas tellement à l'époque. J'arrive à mon troisième point que j'ai intitulé « De la liberté à l'égalité ». Quel rapport entre liberté et égalité? Comment passe-t-on de l'une à l'autre? Dans cette société libérale, à quoi donc sert la liberté de l'individu? On peut se poser la question. Eh bien, très fondamentalement, à passer contrat. Car cette société nouvelle qui se construit au XVIIIe et XIXe siècle, surtout, se conçoit comme un ensemble d'individus qui organisent le lien autour du contrat. L'échange économique, bien sûr, le contrat social qui organise le politique, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi, même partiellement, la vie privée, puisque le contrat de mariage existe. C'est un des rares contrats que les femmes signent. Or, le contrat, en théorie tout au moins, est une formalisation des relations qui associent des individus libres de s'engager, s'ils ne sont pas libres de leur volonté, etc., et égaux sur le principe de l'égalité des parties, puisqu'un contrat dans lequel les parties sont reconnues inégales dans l'information, etc., est un contrat qui n'a pas de valeur, qui tombe automatiquement, quoi. Donc on a vu à quoi renvoie la liberté, mais qu'est-ce qui fonde l'égalité finalement? C'est une question que je me suis posée. Eh bien, qu'est-ce qui fonde l'égalité? C'est d'abord et avant tout la liberté, l'autonomie. Et du coup, l'égalité apparaît bien seconde par rapport à la liberté, comme dans la devise première de la République, liberté, égalité, puisque la fraternité n'a été rajoutée qu'après la Révolution de 1848. Au départ, la devise révolutionnaire, c'est liberté, égalité. En fait, on remarque surtout qu'il n'y a pas d'égalité sans liberté. L'égalité ne peut concerner que des individus, donc libres, des individus libres. Les individus qui ne sont pas des individus pleins, la pleine individualité, ne sont pas égaux. Pas possible. Donc, l'égalité est vraiment seconde par rapport à la liberté. Donc, à quoi renvoie l'égalité? D'une part, à la liberté, et d'autre part, le travail, à mon avis, enfin, ça c'est mon interprétation, puisque chaque citoyen, hors des contraintes et privilèges statutaires de l'ordre féodal, est propriétaire de son travail. Et il peut, et il doit, pas seulement il peut, il doit l'utiliser pour assurer, par la production et par l'échange, ses moyens de subsistance.
il entre dans le système marchand dans lequel il doit assurer sa propre subsistance. Marchand, pas seulement marchand d'ailleurs, on peut faire de l'autoproduction, mais bon. Donc, où l'on arrive, dans mon quatrième point, à la question de la citoyenneté. Dans la tradition libérale, la citoyenneté est définie comme un ensemble de droits. Le citoyen est un sujet de droit, un sujet qui a des droits. Mais quels droits sont associés à la citoyenneté moderne? Eh bien, des droits qui assurent la liberté et l'égalité, ou plus exactement, la liberté d'individus égaux entre eux. Donc tout d'abord, on a vu le droit de disposer de son corps. Donc l'Angleterre a été le premier pays à reconnaître ce droit avec l'habeas corpus au XVIIe siècle. Et donc droit de disposer de son corps qui donc le distingue de l'esclave et du serf, puisque le serf est attaché à la terre, l'esclave, lui, c'est... Donc l'habeas corpus, le droit de disposer de son corps, les droits civils ensuite, c'est-à-dire les droits qui organisent la vie ordinaire du citoyen, donc essentiellement le droit de signer des contrats marchands, acheter, vendre, le droit d'être partie prenante dans des affaires juridiques, les droits civils, et puis bien sûr, en dernier lieu, les droits civiques, donc les droits de participer aux affaires publiques, principalement par le droit de voter et d'être élu. Donc, les femmes n'étant pas des individus à part entière, ne possédant pas la pleine individualité, ont longtemps été exclues de la plupart de ces droits. Ça, vous le savez, on ne va pas s'y étaler trop longuement. Alors, progressivement apparaît une nouvelle forme de droit que je ne vais pas traiter ici, mais que j'évoquerai tout à l'heure. Ce sont les droits sociaux, qui sont au fondement. Donc nos sociétés libérales, elles deviennent progressivement industrielles à la fin du XIXe siècle, puis à partir de, je dirais, du milieu du XXe siècle, elles deviennent salariales. Et à ce moment-là, donc à la citoyenneté civique et civile, s'adjoignent des droits sociaux liés à une nouvelle citoyenneté, comme l'a affirmé le politiste britannique Marshall, donc la citoyenneté sociale. On en dira quelques mots tout à l'heure, mais c'est vrai que là, on est dans une nouvelle phase de nos sociétés dans lequel, effectivement, la question du rapport homme-femme est importante aussi, mais c'est une question à part entière. Je n'ai pas le temps de le traiter en tant que tel aujourd'hui, mais on pourra en discuter tout à l'heure. Pour résumer mon propos, donc, on peut dire qu'au total, l'architecture des sociétés modernes s'organise autour de deux sphères de la vie, des activités sociales. D'une part, une sphère publique, celle de la res publica, de la chose publique, qui est celle de la société civile, donc l'espace du citoyen, la gestion des affaires publiques. C'est le monde de l'individu, de la liberté qui va avec, du travail et de l'échange marchand, et c'est le monde aussi de l'égalité, puisque dégagé de l'ordre féodal, chacun a théoriquement les mêmes chances de départ, son travail. Donc d'un côté une sphère publique, de l'autre côté une sphère privée, qui est principalement celle de la famille, qui, on l'a vu en France, est vue comme un ordre social ancien, qui est le paradigme même de l'ordre féodal patriarcal. Ce monde de la famille est avant tout le monde de la dépendance, qui s'oppose donc à l'individualité et la liberté, et donc à la citoyenneté. De plus, si la sphère publique est celle de la raison et celle du travail, la sphère privée est celle de la soumission à la nature, des tâches et des activités naturelles, entre guillemets naturelles. Enfin, si la sphère publique est celle de la représentation d'elle-même et que met en scène cette société, cette nouvelle société, eh bien la sphère privée est celle de l'ombre et de l'invisible. Alors je reprends cette énumération pour faire apparaître deux caractéristiques de la relation entre ces deux sphères. D'un côté, d'abord, on voit qu'elles sont socialement hiérarchisées.
L'une gouverne, incarne les nouveaux principes de l'ordre social et de la modernité. L'autre représente la dépendance des personnes, la soumission à la nature, bref, l'archaïsme et finalement, comme dit Pierre Rosanvallon, l'antithèse de l'individu citoyen. Deuxième remarque, de plus, cette relation construit à l'évidence un ordre des sexes. Aux hommes, l'individualité, la liberté, le travail, la raison, la citoyenneté et la représentation publique. Aux femmes, la dépendance, la soumission, la naturalité et les tâches naturelles et l'invisibilité du privé. Ainsi, pour les femmes, pas d'individualité, pas de liberté, ni d'égalité. Et donc, pas de pleine citoyenneté. Les femmes étaient des citoyens passifs. Pas non plus d'accès à part entière à l'échange contractuel. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, sauf pour le contrat de mariage, c'est le seul contrat qu'elle signait. Alors, j'ai rajouté, et pour les veuves, oui, parce que la veuve était privilégiée, parce qu'elle ne dépendait plus de son père, puisqu'elle s'était mariée, plus de son mari, puisqu'il était mort, elle n'était donc plus des mineurs, et elle pouvait signer, et c'est comme ça que vous avez beaucoup d'entreprises qui étaient la veuve machin, la veuve Clicquot, la veuve truc, etc. Parce que, en fait, les veuves n'étaient plus des mineurs, elles étaient des majeurs. Enfin, on remarque que ces deux sphères apparaissent séparées. J'ai employé le mot tout à l'heure, séparation, puisqu'elles sont régies par des représentations sociales, certes, mais aussi par des droits différents, puisque on a vu que les droits des individus dans chacune de ces deux sphères ne sont pas les mêmes. Une femme qui se fait violer dans la rue, c'est un crime. Une femme qui se fait violer dans le cadre familial, c'est rien juridiquement. C'est tout simplement n'a pas d'existence juridique, quoi. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que cette séparation, elle est en fait dialectique, c'est-à-dire que l'une ne peut pas marcher sans l'autre. Pour reprendre l'analyse marxiste, la sphère marchande se nourrit du travail et de la force de travail qui sont produits gratuitement dans la sphère familiale. C'est pour cela que Geneviève Fraisse, une philosophe qui a écrit des choses tout à fait intéressantes, parle plutôt de disjonction de ces deux sphères, plutôt que de séparation. Et je pense qu'elle a tout à fait raison. Les politistes traditionnellement parlent toujours de séparation de ces sphères. Et je trouve que c'est bien de remettre les choses en place. Donc, pour conclure, mais c'est une conclusion un petit peu longue, je vais reprendre des choses un petit peu, voilà, en reprenant. Donc, dans notre conception de la citoyenneté, donc celle qu'on trouve au fondement de sociétés dites modernes, démocratiques, c'est bien la pleine individualité fondée sur la liberté et l'autonomie donc du corps, de la conscience, l'autonomie de la subsistance, qui définit le citoyen. Mais dans la construction historique de ces sociétés, de nos sociétés, les femmes n'ont que très progressivement accédé aux droits qui vont avec la citoyenneté, car elles ont été considérées comme dépendantes des liens familiaux et de la nature, et donc, de ce fait, elles ne pouvaient pas être considérées comme libres, des vrais individus libres et autonomes. Dans cette nouvelle architecture sociale et politique qui est instaurée par la Révolution française, les femmes ont été donc dans une large mesure laissées dans l'ordre ancien, celui fondé sur l'ordre familial patriarcal, et soumis aux forces incontrôlables de la nature, c'est-à-dire l'ordre qui précède le règne de l'individu et de la raison. Et d'une part, ce n'est que très progressivement et surtout très tardivement qu'elles ont été considérées comme ayant vocation à appartenir au monde de la liberté et de la citoyenneté, ce que montrent les évolutions législatives, donc j'en dirai quelques mots, mais d'autre part, aujourd'hui encore, elles n'y sont pas pleinement intégrées dans les faits, dans la réalité de la vie sociale.
J'ai essayé de suivre le fil des conceptions philosophiques et politiques qui ont amené nos ancêtres citoyens à construire ce que Geneviève Fraisse a appelé une démocratie exclusive, qu'elle oppose à l'idée d'une démocratie excluante. Pour elle, une démocratie excluante est celle qui dresse des barrières. Une démocratie exclusive est celle qui construit l'exclusion à l'intérieur d'elle-même. Et ce qu'elle montre dans ses travaux, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que la démocratie moderne a construit le féminin et la féminité dans une exclusion à l'intérieur d'elle-même, dans ses propres principes, si je puis dire, dans ses propres fondements. On a vu ainsi que c'est la conception même de l'individualité, socle de la citoyenneté libre et égalitaire, qui entre en contradiction avec les représentations sociales du féminin. Ceci dit, Geneviève Fraisse fait remarquer que dans la tradition philosophique et politique depuis l'Antiquité, la cité a été pensée à partir de la famille. Ainsi, l'ordre féodal était-il patriarcal, hein. Le roi, le seigneur sont des pairs, autant fouettards que protecteurs, mais des pairs, hein. Alors que la conception démocratique moderne inverse le modèle. C'est la société politique démocratique qui fournit le modèle du lien social, y compris pour la société domestique. C'est là où on en arrive à la notion de progrès. Donc pour elle, historiquement, l'ordre familial est appelé à se démocratiser en intégrant les femmes et les enfants d'ailleurs, hein, les droits de l'enfant, c'est quelque chose de nouveau, dans la sphère de l'individualité et de la liberté. Donc en France, on le sait, ce mouvement s'est fait tardivement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est largement réalisé dans le domaine des droits civils et civiques, mais on va revenir au fondement de l'individualité tel que je les ai montrés dans la tradition philosophique libérale, avec les trois formes d'autonomie que suppose la pleine individualité, la liberté de son corps, l'autonomie de la conscience et enfin l'autonomie économique. Et on va voir où on en est aujourd'hui. On va lister ça. Donc sur la première composante de la citoyenneté, de la pleine individualité, de la pleine citoyenneté, la propriété et la liberté de son corps, eh bien, certes, les avancées juridiques ont été considérables ces dernières décennies dans nos sociétés, ce qui n'est évidemment pas le cas partout dans le monde. Mais pour autant, même dans nos sociétés développées ou avancées, elle n'apparaît pas définitivement acquise et elle apparaît même faire toujours objet de débat. On pense en particulier, bien sûr, à la liberté reproductive, mais aussi, tout simplement, aux violences faites aux femmes en tant que femmes, tant dans l'espace public que dans l'espace privé, puisque maintenant, on a depuis, je dirais, une bonne vingtaine d'années, des rapports récurrents qui sont assez impressionnants sur les violences domestiques. Donc, je rappelle quand même des étapes sur le plan juridique, hein. On vient de 1967 la contraception, autorisation, 1975 donc l'autorisation de l'IVG et 1993 donc c'est bien la date, le viol entre époux est reconnu dans le code pénal. Sur la deuxième composante qu'on a traitée, l'autonomie de la volonté et de la conscience, on peut considérer qu'aujourd'hui, dans le monde dit développé, l'élévation considérable de l'éducation des filles et des femmes montre leur accès à la raison et fonde leur autonomie de conscience, parallèlement donc à l'acquisition d'un statut civil de majeur. Donc là, je rappelle aussi quelques étapes qui sont importantes et dont on voit aussi à quel point elles sont tardives. Donc 1938, suppression de l'incapacité civile pour les femmes mariées. 1944, droit de voter et d'être élu. 1965, le mari ne peut plus s'opposer à l'activité professionnelle de son épouse. 1970, suppression de la notion de chef de famille et remplacement de l'autorité paternelle par l'autorité parentale. Et puis 1981, création d'un ministère chargé des droits des femmes
en remplacement du ministère sous Giscard d'Estaing, qui était encore un ministère de la condition féminine. Donc la condition était quand même... Enfin, 1984, égalité entre époux dans la gestion des biens de la famille et des enfants. Donc moi, je suis toujours aussi étonnée quand on reçoit, vous savez, par téléphone, là, est-ce que le chef de famille, etc., à l'INSEE. Je dis, ah non, excusez-moi, désolé, depuis 1970, il n'y a plus de chef de famille, à qui voulez-vous vous adresser? Mais il n'y a rien à faire, hein. C'est encore ancré dans les... Et l'INSEE a de la peine aussi sur ce plan-là. Bon, bref. Maintenant, on ne dit plus chef de famille, pour l'INSEE, on dit le référent, hein, c'est ça, le référent. Enfin, bon. Sur la troisième composante, donc l'autonomie économique, eh bien, parlons-en. Hein, les premières lois sur l'égalité professionnelle, les lois Roudy 1983, eh bien, on ne peut pas dire que l'égalité soit... bon, je ne vais pas m'y étendre plus, parce que je crois que c'est le domaine dans lequel que vous connaîtrez le mieux. Hein. Non seulement, bien sûr, en France, en tout cas, plus de femmes que d'hommes sont absents du marché de l'emploi. Quand je dis en France, en tout cas, mais dans la plupart des pays démocratiques modernes. Hein. Donc, non seulement plus de femmes que d'hommes sont absents du marché de l'emploi, mais le travail à temps partiel, il faut bien souligner à quel point c'est un emploi partiel. Hein. Là, on va revenir justement dans nos sociétés salariales. Vous savez qu'en France, depuis maintenant, je dirais une vingtaine d'années, en gros, on tourne à peu près à 30% des femmes en emploi à temps partiel. Hein. Ça oscille entre 29 et 31%. C'est à peu près régulier. Pour aujourd'hui, 6-7% des hommes. On avait jusque-là plutôt 5-6, maintenant c'est plutôt 6-7. Bon, mais surtout... On revient sur la question des droits sociaux que j'ai évoqué tout à l'heure, mais que je n'ai pas, que je vous ai dit sur lequel je reviendrai. Donc ces droits sociaux qui constituent la dernière composante de notre citoyenneté démocratique, hein, la citoyenneté sociale. Eh bien, ces droits sociaux, ils sont assis sur notre société salariale, c'est-à-dire que ce sont des droits qui sont liés à l'emploi salarié. Hein, il y a deux types de droits sociaux, hein, les droits d'assurance, la société assurantielle dont parle François Ewald. Bon, donc ces droits d'assurance, vous les constituez au prorata de votre investissement dans l'emploi salarié. Donc soit des droits en termes de, bien sûr, maladie, chômage, retraite, etc. Et donc, à partir du moment où vous travaillez à temps partiel, vous avez des droits partiels. Et donc, je trouve qu'on devrait cesser de parler effectivement de temps partiel, mais on devrait parler d'emploi partiel. Ça serait beaucoup plus correct, qu'il soit choisi ou pas choisi, peu importe, ça revient à ça. C'est le statut, c'est que c'est un emploi partiel. Hein. Alors après, ah oui, mais puisque beaucoup de femmes le cherchent, alors c'est leur choix, d'accord. Mais c'est quand même un emploi partiel, ok. D'autant plus qu'il s'agit de choix sous contrainte, hein, évidemment, bien sûr. Bon, d'autre part, vous avez des droits d'assistance, hein, alors là, qui ne sont pas, bien sûr, acquis par une assurance liée à votre investissement dans l'emploi, mais on le sait, ces droits d'assistance sont quand même très fortement liés à la charité publique, si je puis dire. Hein. En principe, ils étaient faits pour les gens qui ne pouvaient pas travailler parce qu'ils étaient handicapés, physiques, mentaux, sociaux, etc. etc. Ce sont devenus progressivement des droits qui s'adressent à des gens qui ont épuisé leurs droits assurantiels, qui n'ont pas... Voilà. Mais ce sont des droits, d'abord, qui sont, je dirais, service minimum, et d'autre part, qui sont toujours liés à un contrôle social beaucoup plus grand que les droits d'assurance. Alors, plus ou moins selon les pays, mais néanmoins, bon, par exemple, on sait que dans les sociétés, je ne sais pas comment c'était en France d'ailleurs, mais en tout cas en Angleterre, lorsque vous étiez, voilà, vous n'aviez pas de revenus et que vous dépendiez de l'aide sociale, eh bien, vous n'avez pas le droit de vote. En Suède, c'était pareil aussi. En France, je ne sais pas. Mais en tout cas, le droit de vote était retiré aux gens qui dépendaient de la charité publique. Voilà.
Donc vous n'avez pas une pleine citoyenneté hein, quand vous dépendez de l'assistance. Et on voit bien tous les débats sur les gens qui touchent l'aide sociale, les fraudeurs et ceux qui ci et ça, etc. etc. C'est toujours un sujet enfin, la dignité de ces personnes est constamment discutée, quoi, pour pas dire bafouée. Bon, bref. Donc, toujours dans cette composition, dans cette autonomie économique, dernière composante qui distingue les hommes et les femmes, c'est tout simplement les différences de salaire selon le sexe, hein, qui achèvent de pénaliser les femmes par rapport aux hommes sur le plan de l'autonomie économique, puisque d'une part, à qualification égale, elles sont systématiquement moins payées que les hommes, hein, donc leur travail continue à avoir une valeur moindre, hein, on a parlé de la valeur du travail, et d'autre part, à diplôme égal, elles se trouvent plus souvent dans des emplois moins qualifiés, donc moins rémunérés. Donc si on veut conclure, hein, en revoyant ces trois composantes de la pleine individualité et donc de la pleine citoyenneté des individus, eh bien on peut dire que sur l'une des composantes, l'autonomie de la volonté et de la conscience, donc les droits civils et civiques, on peut dire que, bon, en gros, ça a l'air d'être à peu près réalisé. Moi, je ne suis pas une juriste, mais il me semble que, voilà, on a à peu près. En revanche, sur les deux autres composantes, c'est-à-dire la liberté de son corps et l'autonomie économique, là, on est loin d'avoir réalisé la pleine individualité pour les hommes et pour les femmes. En tout cas, pour les femmes, en tout cas moins que pour les hommes. Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup pour...